à tous. Une petite vidéo champêtre aujourd'hui, faite à l'occasion d'une petite semaine de vacances à la campagne. Vous m'excuserez pour la qualité dégradée du son. Je n'ai pas tout mon matériel avec moi ici et je vais être entouré de cris d'animaux, de bruits de machines agricoles et des différents bruits de la campagne. Bruit agréable évidemment s'il en est, mais peut-être pas comme bande son d'une vidéo. Toutes mes excuses donc pour ces petits désagréments. Nous sommes le mardi 18 août et si je fais cette vidéo aussi rapidement en quelque sorte après la précédente, c'est que ces dernières semaines les choses ont énormément évolué au niveau de l'épidémie de Covid-19 en France et plus généralement en Europe. Alors si on reprend un peu les notions que nous avions expliquées dans les deux vidéos précédentes, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, eh bien vous vous souvenez que on avait construit un critère qui nous permettait de suivre l'efficacité des mesures prises d'isolation et de protection sur le développement de l'épidémie. Et on avait pour cela travaillé beaucoup avec un certain type de courbe qui consistait à représenter en fonction du nombre total de cas, le nombre de nouveaux cas moyennés sur une durée qui permettait d'en filtrer les petits aléas quotidiens. Toutes ces graphiques étaient tracées en proportion de la population, donc au lieu de tracer le nombre de cas absolus, mettons en France, on traçait le nombre de cas par million d'habitants, afin de pouvoir comparer des pays de taille différentes. Et l'autre point intéressant de ces représentations, c'était que, en traçant les nouveaux cas détectés par rapport au nombre de cas existants, on pouvait faire abstraction des effets artificiels liés à l'augmentation ou pas des tests. Si vous tracez le nombre de cas détectés en fonction du temps, bien évidemment, ce nombre va augmenter si vous faites plus de tests, même si l'épidémie elle-même ne circule pas. En revanche, si vous tracez le nombre de nouveaux cas par rapport au nombre de cas existants et que vous utilisez les mêmes sources pour ces deux chiffres, donc la même fréquence de test, bien dans ce cas-là, quelle que soit cette fréquence de test, le graphique final va être identique. On pourrait détailler à une échelle près, mais je passe le genre de détail. En tout cas, ce type de courbe, on l'a vu, nous permettait vraiment de détailler l'efficacité des mesures prises, ou l'inefficacité d'ailleurs, en ne se préoccupant plus de la taille du pays, ni du fait d'avoir fait beaucoup ou pas beaucoup de tests. On éliminait tous ces biais possibles pour avoir un signal très parlant et très robuste aussi. Alors le problème évidemment maintenant, c'est que cette représentation maintenant, elle commence à atteindre un peu ses limites, parce que nous sommes loin dans l'épidémie. Si je reprends la courbe qui finalement résumait un peu la situation en France dans les dernières vidéos, eh bien on voit qu'après une première phase purement exponentielle de diffusion massive du virus en France, on a, grâce au confinement, obtenu une cassure très nette de la dynamique de cette diffusion pour redescendre à un nombre de nouveaux cas très bas. Donc toutes les phases de confinement et les semaines de précaution prises au-delà ont très bien réussi pour casser la dynamique de croissance exponentielle, ce qui était leur objectif. Sur ce graphique, on retrouve le petit point bleu ici, petit point bleu qui, dans ce graphique et dans les graphiques suivants, va manifester des événements particuliers, et l'événement particulier de ce petit point bleu ici, c'est le début du confinement. Alors, ce qu'on voit, et ce qu'on avait déjà expliqué et interprété la dernière fois, c'est que sur une courbe comme celle-ci, l'effet de n'importe quelle mesure n'est pas immédiat. L'effet de n'importe quelle mesure, eh bien, il va avoir un certain retard parce qu'il faut déjà un certain temps pour que les gens soient contaminés, encore un temps supérieur pour que les symptômes s'expriment, et éventuellement encore un temps supérieur pour qu'ils soient détectés par des tests. Et donc, la somme de ces temps fait que entre une mesure et sa manifestation dans ces courbes, il y a un décalage. Le décalage que l'on a identifié, typique, était d'environ 2 semaines. Ici, on va s'apercevoir qu'on a un décalage moyen de 16 jours, en fait, entre toute mesure prise et sa contrepartie détectable dans les données. Alors, je le disais, maintenant qu'on a cassé la dynamique initiale, eh bien, si on regarde les aléas, l'évolution des nouveaux cas en fonction du nombre de cas total, c'est une courbe qui n'est pas très lisible et qui ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'elle a tendance à grimper, donc ça pourrait signifier qu'on a effectivement un retour de contamination pendant cet été. Pour être plus clair là-dessus, il va falloir revenir en fait à une courbe beaucoup plus simple, qui est une courbe représentant l'évolution du nombre de cas en fonction du temps. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une courbe en fonction du temps va forcément être affectée par la politique de test. Donc cette courbe, il va falloir la modifier, traiter les données associées afin de diminuer ou de supprimer, si on peut, ce biais
qui est créé uniquement par des changements de conditions de la mesure, de ce qu'on cherche à mesurer. Alors, si on reprend ce graphique, cette fois-ci en diagramme cartésien, vous vous souvenez pourquoi je précise ça? C'est parce que jusqu'à présent, on a cherché au contraire à travailler en diagramme logarithmique de manière à pouvoir regarder sur un même graphique le début et la fin du processus. Maintenant, le début du processus est très loin, et ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la comparaison du début et de la fin du processus, c'est la comparaison de qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui se passait il y a 1 ou 2 mois. Donc pour cela, on commence par observer la courbe d'évolution temporelle par jour donc des nouveaux cas détectés, et on obtient donc cette fameuse courbe qu'on voit à peu près partout dans les nouvelles, hein, avec cette première croissance arrêtée par le confinement et le début d'une seconde phase de croissance très très claire ici aussi. Cette courbe, elle est maintenant un peu obsolète à plusieurs titres. Je l'ai dit, ce qui se passe au début de l'infection, finalement, n'est plus très intéressant pour nous. Mais l'autre problème aussi, c'est que maintenant que des mois, 7 ou 8 mois se sont écoulés entre les premiers cas et aujourd'hui, eh bien, il y a énormément de cas qui ne sont tout simplement plus des cas. Des cas guéris, des cas, hélas, décédés. Mais dans les deux cas, on a des cas qui sont sortis finalement de la population des gens qui sont susceptibles de contaminer des personnes autour d'elles. Donc, cumuler les cas comme ceci, c'est intéressant en termes de dynamique globale, soit, mais en termes d'analyse immédiate de ce qui est en train de se passer, c'est un peu trompeur, parce qu'il faudrait plutôt regarder les cas que je pourrais appeler de actifs, c'est-à-dire les cas non encore guéris. Alors, comment est-ce qu'on peut construire ça? Eh bien, maintenant, on commence à avoir assez de recul pour avoir un certain historique assez précis du nombre de guérisons. Et cet historique, il est représenté par la courbe ici, en rose, où l'on voit finalement que une partie vraiment non négligeable des cas accumulés sont déjà des anciens cas, des gens qui sont chez eux, en pleine forme, ou pas d'ailleurs, parce que n'oublions pas que l'infection peut provoquer des séquelles assez sérieuses, mais en tout cas des gens qui ne sont plus contaminants. Voici ces deux courbes comparées, et évidemment, si on veut regarder quels sont les cas que j'appelle actifs, le terme est peut-être mal choisi, hein, vous pourrez le corriger avec le terme de votre choix, donc les cas susceptibles de contaminer d'autres personnes, eh bien c'est la différence entre ces deux-là. Ce sont les cas totaux moins les cas guéris. En tout cas, c'est une estimation des cas qui sont encore susceptibles de jouer un rôle dans la dynamique de l'épidémie. Alors si on fait cette différence, on trouve cette courbe orange. Et cette courbe orange, là, elle devient particulièrement intéressante. Afin de bien comprendre un petit peu temporellement où ça se situe, je vais indiquer par à nouveau des points bleus les différents événements qui ont émaillé l'évolution de cette épidémie. Alors, je le rappelle, les jours ici, vous voyez, ils sont représentés par des numéros, c'est un nombre de jours. Eh bien, on a arbitrairement défini le jour 0 comme le jour de la première détection du premier cas en France. Alors, dans ces points bleus clairs, j'ai tracé le premier, celui qui survient à 53 jours, correspond donc au début du confinement. Et les deux points bleus que vous voyez, eh bien, ce sont les dates associées au déconfinement. Mais je vais illustrer quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vous ai parlé en introduction du fait qu'il y a un délai entre le moment où on prend une mesure et le moment où on détecte sur le signal l'effet de cette mesure. Et ce délai, pour le moment, dans les données que j'ai pu observer, il est assez systématiquement de 16 jours en moyenne. C'est une moyenne évidemment, ça ne veut pas dire que toute personne va être testée 16 jours après avoir été contaminée, ça veut dire qu'en moyenne c'est ce qu'on observe, compte tenu à la fois du temps d'incubation, du temps d'expression donc des symptômes, et aussi du temps que la machine administrative permette de tester quelqu'un. Alors ce délai de 16 jours, je l'ai rajouté ici, afin de tracer les points bleus sombres, et donc d'une certaine manière ça revient à prendre chaque événement et le décaler. Et on observe deux choses. Hein. Quand on décale le confinement, on s'aperçoit que le nouveau point bleu du confinement, il correspond à la première inflexion de la courbe. Qu'est-ce que c'est que l'inflexion? C'est quand la variation de la pente change, c'est-à-dire qu'on avait une courbe comme ceci jusqu'au confinement, et dès le confinement, on a une courbe comme cela. Donc la courbure de la courbe change, et précisément ce changement de courbure, c'était ce que l'on cherchait à provoquer par le confinement. Et ce qui est très bien montré dans les diagrammes logarithmiques des vidéos précédentes. Donc là, on arrive à voir une assez belle synchronisation, entre guillemets, entre l'effet de la décision plus 16 jours et la mesure des cas. Et si l'on regarde maintenant particulièrement la courbe orange, c'est-à-dire les cas actifs, enfin, ce que j'appelle les cas actifs, on s'aperçoit que le déconfinement plus 16 jours, ça correspond à peu près au milieu de ce qui est un palier stable, c'est-à-dire que autour du 125e jour, donc entre le 120e et le 130e jour d'après ce graphique, le nombre de cas réels actifs n'a pas bougé. Ça voulait dire qu'on a eu des cas supplémentaires apparaissant par contamination, ce que montre la courbe jaune, mais on a eu tout autant de guérisons,
Ce qui fait que là, on était réellement dans une photographie figée de l'épidémie, où en moyenne, évidemment, les malades n'étaient pas toujours les mêmes, mais en moyenne, on avait à peu près toujours le même nombre de malades. Alors, c'est une très bonne nouvelle, sauf que, évidemment, ce qui est une moins bonne nouvelle, c'est la courbe qui suit, c'est-à-dire qu'à partir de ce plateau qui correspond à la phase du déconfinement, plus le décalage de 16 jours, eh bien, on commence à remonter. Et on commence à remonter avec une courbe, dans ce sens, qui semble avoir des caractéristiques assez proches des courbes initiales, hein, ces fameuses courbes exponentielles. Et comment est-ce qu'on peut savoir si une courbe est exponentielle? Ben, vous le savez, elles ont des propriétés particulières, ces courbes exponentielles, visibles si on les représente dans un diagramme logarithmique. Mais comme maintenant cette courbe, potentiellement exponentielle, ne part pas de 0 en temps et ne part pas de 0 en nombre de cas, si on trace directement ce graphique en diagramme logarithmique, rien de très intéressant ne sera lisible. Alors ce qu'on va faire ici, c'est une simple petite manipulation, c'est déjà d'estimer quelle est la valeur du fameux plateau dont je parle. Vous voyez par la ligne bleue ici que on peut identifier le nombre de cas stabilisés qui était ce nombre de cas permanents, statiques, que l'on observait à la fin du déconfinement. On va prendre ça comme ligne de base. Et de la même manière, on va démarrer le temps, non pas à t égale à 0 comme ici, mais on va démarrer le temps au moment du déconfinement. Mais ce qu'on va prendre comme axe ici, ça n'est pas en réalité la date du déconfinement telle qu'elle a été, mais c'est la date du déconfinement plus 16 jours, à nouveau pour la même raison, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse ces courbes, il faut bien comprendre que ces courbes, elles sont en retard sur la réalité de 2 semaines, de ces fameux 16 jours. Du coup, en faisant ceci, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris comme valeur 0, en nombre de cas, les cas au sortir du confinement. On a pris comme temps 0, cette fois-ci, non plus le premier cas détecté, mais le plateau statique qui correspondait au nombre de cas lorsque nous avions réussi à juguler l'épidémie. Et à partir de là, on va regarder comment les choses évoluent, c'est-à-dire en quelque sorte que si on assombrit tout ce qui n'est pas le zoom que nous allons faire, le zoom que nous allons faire sur cette courbe, c'est celui que l'on voit dans la petite case ici, et qui donc illustre bien ce redémarrage et la courbure de la courbe du nombre de cas en fonction du temps. Alors, premier commentaire là-dessus, j'insiste, là nous sommes 2 semaines après le déconfinement, nous avons déjà franchi la limite où les services de l'État ont augmenté massivement le nombre de tests. Donc ce qu'on voit ici ne peut absolument pas être dû à l'augmentation du nombre de tests, puisque cette augmentation, à cette date-là, elle a déjà eu lieu, ça se passe avant. Et si l'on regarde les chiffres ministériels, on constate que, en plus, le taux de tests positifs grandit plus vite que le nombre de tests. L'augmentation de la proportion des tests positifs nous démontre qu'il y a bien un effet de croissance épidémique et pas simplement un effet de mesure où j'aurai plus de cas parce que je mesure plus de gens. Mais on va pouvoir en fait le démontrer de manière absolument indiscutable dans ce qui va suivre. Donc, je prends ce petit zoom sur cette courbe en refaisant mes niveaux 0 et lorsque je regarde en détail, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens donc en fonction ici du nombre de jours post-déconfinement décalé de 16 jours, à nouveau pour synchroniser les courbes, le nombre de nouveaux cas actifs par million, c'est-à-dire les cas qui sont apparus après le fameux plateau épidémique que nous avions réussi à atteindre grâce au confinement. Et on obtient cette courbe-là. Alors, première courbe, vous voyez en termes de chiffres, on passe d'une cinquantaine, d'une soixantaine de cas par million d'habitants, de cas en plus de la valeur du plateau, à quelque chose qui va s'approcher de 800 cas par million d'habitants. Vous imaginez bien qu'on n'a pas multiplié par 40 le nombre de tests. Okay, ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure. Non seulement le nombre de cas augmente, oui, mais le nombre de cas positifs augmente bien plus vite que le nombre de tests. Donc là, on n'a pas quelque chose qui est un biais qui serait simplement lié au fait qu'on teste plus et donc on trouve plus de cas. Non. Mais cette courbe, il est encore impossible, vu comme ceci, de dire si c'est simplement une courbe, on va dire, molle ou dangereuse, et finalement sa dangerosité à cette courbe, elle sera marquée par son caractère exponentiel ou non. Si on a une courbe qui est effectivement une exponentielle, alors là, on est complètement dans un cas similaire au début de l'épidémie, c'est-à-dire un virus qui circule facilement de manière non bridée, c'est-à-dire qu'il ne rencontre pas en face de lui une population suffisamment immunisée pour que cela ralentisse sa diffusion. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que si cette courbe est bien une exponentielle, on est tout à fait, de manière très explicite, dans la répétition de la première vague. Alors que vous choisissiez d'appeler ça une seconde vague ou la continuation de la première vague, c'est une question qui m'importe assez peu, c'est de la sémantique. En revanche, je l'appellerais moi répétition de la première vague. Ça, au minimum, c'est une réalité objective. Eh bien, on va le savoir. La manière, vous le savez, de savoir si une courbe
croissante est une exponentielle ou pas, c'est de la tracer dans un diagramme semi-logarithmique. Alors un diagramme semi-logarithmique, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est un diagramme où dans le temps, on laisse une échelle cartésienne qui marque le nombre des jours et l'avancement du temps. Et dans l'échelle verticale, on va non pas tracer le nombre de cas ici, mais le logarithme du nombre de cas. Mais tout de même, on ne va pas graduer ça en valeur logarithmique, on va la graduer en valeur du nombre de cas, de manière à pouvoir le lire simplement. Et l'effet de ce logarithme, ça va être de provoquer une compression de la courbe, et cette compression, elle aura une propriété particulière pour les fonctions exponentielles, propriété que vous connaissez déjà si vous avez suivi les vidéos précédentes. Alors, je prends donc le logarithme de cette courbe et je le trace en fonction de mes jours post-déconfinement plus 16. Et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens une droite. J'obtiens une droite extrêmement précise, extrêmement peu bruitée finalement, pour des données expérimentales épidémiologiques. Et cette droite couvre l'évolution d'un nombre de cas qui va d'une cinquantaine à 800. Qu'est-ce que c'est qu'une droite dans un diagramme semi-logarithmique? Eh bien, c'est une exponentielle. Donc, ce graphique démontre de manière objective et indiscutable que le nombre de nouveaux cas qui commence à apparaître depuis la fin du confinement, eh bien ce nombre de nouveaux cas suit une croissance exponentielle. Et ça, c'est exactement le schéma d'un début d'épidémie. Comme on l'a vu au mois de février ou au mois de janvier, dans le début de la première vague de notre épidémie nationale. Donc oui, on peut tout à fait affirmer que nous sommes dans une configuration où l'épidémie repart. Donc là, il y a un vrai enjeu qui se pose, et cet enjeu, c'est être plus sérieux dans nos mesures individuelles, ou bien nous acheminer vers de nouvelles mesures drastiques. Ce ne sera peut-être pas un confinement général, mais ce sera très certainement des mesures très contraignantes, bien plus contraignantes que la difficulté, entre gros guillemets, de porter un masque sur le visage. Pour le moment, les signaux sont encore bas, et c'est précisément un peu leur danger, c'est-à-dire que les gens ne s'en méfient pas. Autour de soi, on ne voit pas massivement les hôpitaux se remplir. Le souci, évidemment, c'est qu'il y a deux éléments qu'il faut bien avoir à l'esprit. D'abord, on a affaire à des croissances exponentielles. Donc quelque chose qui est bas aujourd'hui ne mettra pas des mois à devenir gigantesque. Et la deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette courbe, les mesures que l'on fait aujourd'hui et le nombre de gens dans les hôpitaux aujourd'hui, ça n'est pas la photographie de l'état de la contamination aujourd'hui. C'est la conséquence de la contamination d'il y a 15 jours. Donc tous nos indicateurs ont 2 semaines de retard sur la réalité de l'épidémie. Et je vous laisse imaginer ce que signifie 2 semaines de retard dans une croissance exponentielle. Donc ne vous fiez pas naïvement au fait que les signaux sont de bas niveau pour vous dire c'est pas grave, on a le temps de voir. Ça serait une erreur assez catastrophique. Lorsque je filme cette vidéo le 18 août, eh bien, nous sommes à peu près justement 15 jours avant la rentrée, c'est-à-dire 15 jours avant de nouveaux regroupements très denses d'écoliers, d'étudiants, de lycéens, le retour dans les entreprises de beaucoup de gens partis en vacances, le retour aussi et un brassage important de la population au niveau national, le retour des gens qui sont allés, comme moi, en vacances une semaine ou deux à la campagne, par-ci, par-là. Donc on voit qu'il y a, entre cette croissance exponentielle et ces effets sociaux de regroupement que l'on va observer en septembre, il y a une concordance de phénomènes qui pointent tous dans la direction d'une augmentation brutale et sérieuse du nombre de cas. Donc la morale, à mes yeux, c'est surtout de ne pas plaisanter sur les mesures de protection, sur les mesures de distanciation. Vous pouvez par vous-même, grâce à ces petites manipulations mathématiques accessibles au niveau d'une terminale scientifique, vous pouvez par vous-même vous convaincre que la reprise est bien là et que l'épidémie circule de plus en plus vite et de plus en plus fort sur le territoire. Donc, gardez bien vos masques, faites un check du coude aux gens que vous saluez ou n'importe quelle salutation symbolique qui vous plaît, de manière à éviter les poignées de main. Faites attention au partage de nourriture aussi, hein, on ne le signale peut-être pas assez. Et avec tout ça, et en croisant très fort les doigts, on arrivera peut-être à faire que cette belle ligne droite finisse par se casser et nous indiquer qu'enfin nous sommes réellement sortis d'affaire face à cette affaire de Covid-19. Je vous souhaite d'être très prudent, d'être en bonne santé et je vous dis à bientôt, j'espère, pour des nouvelles plus réjouissantes. Merci, au revoir.